Je le disais à l'instant, Joseph Kabila Kabange Jacob Zuma, témoin de la signature de l'accord aérien bilatéral entre la RDC et la RSA, un accord qui vise à faciliter les mouvements des personnes et des biens. Les deux chefs d'État ont participé ce vendredi à la clôture de la 9e session de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, tenue au Palais de la Nation. Témoin de l'événement, Jacques-Olivier Moulouba et Kadin Zinga qui nous proposent ces reportages. Une démonstration palpable de la bonne santé de relations entre la RDC et la République d'Afrique du Sud, la tenue à Kinshasa du 9e sommet ordinaire de la grande commission mixte de ces deux pays. Les travaux débutés le 13 octobre par la réunion de hauts fonctionnaires et des ministres se sont clôturés ce vendredi 16 octobre au Palais de la Nation en présence de deux chefs d'État, Joseph Kabila et Jacob Zuma. Arrivé sur les lieux, le président sud-africain a été accueilli par son homologue Joseph Kabila. Chaleureuse salutation. Les deux chefs d'État se sont par la suite retirés dans la salle des ambassadeurs pour un entretien à deux. 1 heure de conversation pour sans nul doute examiner la mise en œuvre des recommandations issues de la 8e session de cette grande commission dans le secteur politique et de la gouvernance, défense et sécurité, économie, finances et affaires sociales. Peu après, les deux chefs d'État ont rejoint leurs experts et membres du gouvernement dans la salle des ambassadeurs. Sur place, ils ont assisté à la signature par leurs ministres respectifs des Transports de l'accord aérien bilatéral devant faciliter le mouvement des personnes et des biens entre la RDC et la République d'Afrique du Sud, avant de suivre la lecture du communiqué final sanctionnant la 9e session de la Commission. Les deux chefs d'État ont particulièrement salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du traité sur le projet Grand Île. Il a été signé en octobre 2013 devant la visite d'État du président sud-africain. Il réaffirme le leadership conjoint de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo dans le développement du projet Grand Île. Ils ont exhorté les deux ministères et tous les partenaires concernés d'accélérer le processus en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris la mise en place du groupe de travail requis afin de baliser la voie pour l'exécution de ce projet panafricain. Les deux présidents ont par ailleurs salué la signature du protocole d'accord dans le domaine du tourisme par les deux ministres sectoriels le 13 juin 2015, ce qui va permettre la coopération dans ce secteur et stimuler la croissance et la création d'emplois. 4. Les deux chefs d'État ont été témoins de la signature de l'accord aérien bilatéral sur les services aériens par le ministre en charge des transports. L'accord aérien bilatéral permettra aux deux pays de faciliter le mouvement des personnes et des biens. Les deux chefs d'État ont voté avec satisfaction le processus de dialogue initié par le peuple congolais qui devait aboutir à une plus large cohésion nationale et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Un pari gagné pour les deux pays dont les relations bilatérales sont au top car fondées sur du roc. Nous allons rester dans ces registres. Tous les accords signés entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine sont bénéfiques pour la RDC, et surtout celui portant sur les grands Inga. Il permettra au pays de commercialiser l'électricité, un secteur plus rentable que les mines. Telle est l'avis du ministre de l'économie nationale, Modeste Batulkwebo, qui a participé aux travaux de la 9e session de la grande commission mixte RDC, République sud-africaine. On va il fallait plus retrouver Jacques-Olivier Moulouba pour le commentaire. Au nombre d'accords déjà signés et évalués entre la RDC et la République d'Afrique du Sud figure le traité sur le Grand Inga. Il s'agit d'un projet détonateur du développement pour l'émergence de la RDC. Les bailleurs de fonds, comme vous le savez, ils doivent réunir 12 milliards de dollars américains pour que ce projet soit effectif. La chronologie des faits démontre que les travaux à eux seuls, pour qu'on arrive réellement à avoir les 4800 MW, ça nous demande quelques 3 années. Donc il faut compter
3-4 ans, donc vers 2020, on peut déjà disponibiliser les 4800 parce que le grand problème à cette matière, c'est le transport de l'énergie. Donc il faut construire les infrastructures pour transporter l'énergie. L'énergie, on peut la produire en peu de temps, mais pour la faire parvenir auprès des consommateurs, ça demande quand même un temps compte tenu des distances qui séparent le site et les consommateurs. Ça doit être rentable. Vous savez que l'énergie, c'est plus que les diamants, c'est plus que les mines, c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous faites le commerce de l'énergie, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et donc, je peux considérer que l'énergie est vraiment la première richesse de ce pays. Si on arrivait à mettre en œuvre les 100 000 mégawatts qui renferment les barrages Linga et les autres sites hydroélectriques, nous pourrions rien que vivre de cette recette provenant de l'énergie électrique. Donc pour moi, je considère que tous les accords qui ont été signés ont un impact positif sur l'économie nationale. Et pendant ce temps, la campagne pour l'élection du premier vice-président et du rapporteur à l'Assemblée nationale s'est clôturée ce vendredi au Palais du Peuple. Henri Thomas Lokondo et Floribert Louengue se disputent les postes du premier vice-président. De leur côté, Espérance Moussafiri et Nono Berokan iront à l'assaut du poste du rapporteur. Les points sur cette campagne très serrée avec Martin Kayembe et Sylvain Bété. C'est le samedi 17 octobre que l'on doit connaître les nouveaux premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale et le rapporteur. C'est là en remplacement de Charles Mondo Tsimba et Norbert Ezadri Gouma. Ce qui explique une ambiance particulière que le Palais du Peuple a connue ce vendredi. 4 candidats sont en course. Il s'agit de Henri Thomas Lokondo et Floribert Louengue pour le poste de premier vice-président. Nono Berokam et Espérance Moussafiri au poste du rapporteur. Tous les 4 candidats sont de la majorité présidentielle, mais seule la liste présentée par la majorité a plus de chances pour l'emporter. Floribert Louengue reste confiant quant à la confiance qu'il a reçue de ses collègues de la MP. J'estime pour ma part qu'avec ma petite expérience, en toute modestie, je pourrais compléter l'équipe et ainsi servir la nation au sein de l'Assemblée nationale où je suis. Bon, est-ce qu'il faut encore une autre raison, si vous voulez? C'est que j'ai suffisamment d'expérience pour avoir servi dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Je connais également suffisamment la République démocratique du Congo. Avec tout cela, toute cette expérience, je compte la mettre au service de la nation. Nono Berokam, candidat rapporteur sur la liste de la MP, a toutes les faveurs de ses pairs députés nationaux. Bon, comme vous savez, la jeunesse, c'est la rigueur. Nous sommes là, nous avons bien travaillé. Je tiens à rassurer tout le monde qu'avec l'aide de tous les collègues, je sais que dans l'hémicycle, il y a beaucoup de professeurs éminents, beaucoup d'économistes. Je pense qu'avec leur aide, leurs conseils, leurs suggestions, nous allons parvenir à bien faire ce travail. Les urnes vont parler ce samedi, les opérations vont se dérouler au cours d'une séance plénière et le vote sera à bulletin secret. Et puis la société civile belge promet son implication dans le processus électoral en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé Gilles Van Luyer, coordonnateur de cette structure. C'était ce vendredi au cours d'une séance de travail avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez Gilles Van Luyer au micro de Neftali Boamoutalo Seni et bienvenue Magambo. Échange très intéressant avec des représentants de la CENI sur le processus électoral, parce que nous, comme on a une partenaire de longue date de la société civile congolaise, et aussi pour ce cycle électoral, on veut bien s'impliquer. C'est pour ça qu'on a échangé et on a eu beaucoup d'informations de la part des agents de la CENI. En 2011 et même en 2006, on a intervenu avec des actions de plaidoyer, mais aussi avec des actions de sensibilisation, d'éducation civique et du monitoring électoral, et on est en train d'échanger avec nos membres, avec nos staffs sur les options pour ce cycle. Donc il y a plusieurs options sur le monitoring et sur l'éducation civique, on va certainement intervenir.
Pour sa part, la commission d'intégrité et des médiations électorales veut apporter sa contribution pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. C'est la raison d'être de la campagne nationale dénommée Investissons dans la paix qui sera lancée ce samedi à Kinshasa. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'un point de presse animé par le président de la CIM. On en parle avec Richard Chako Kanyengele. Bienvenue Magambo dans un commentaire d'Esther Bezo Omba. Investissons dans la paix, c'est sous ce thème que la commission d'intégrité de médiation électorale lance à partir de ce samedi 17 octobre la campagne nationale pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Nous devons investir dans la paix parce que nous croyons à l'idéal du développement dans notre pays. Parce que nous croyons que les élections constituent la seule source de légitimité dans notre pays. Et que ces élections ne peuvent se dérouler que dans un climat de paix. Durant cette campagne qui s'étend du 6 octobre 2015 jusqu'à la fin du processus électoral, les chefs de confession religieuse vont déployer 2 médiateurs de paix au niveau de chacun de 478 secteurs et de 259 chefferies pour sensibiliser sur la paix en RDC. Cette campagne, qui bénéficie de l'appui du PNUD, s'inscrit dans une logique de prévention et de gestion de conflits avant, pendant et après les élections. Tout à fait. Autre chose à présent, après Nyalima, dans le territoire de Rutshuru, les ministres d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières et le gouverneur du Nord Kivu sont arrivés ce vendredi à Butembo. Objectif, contacter les forces vives et les autorités locales pour l'accompagnement aux efforts de consolidation de la paix dans cette partie du pays. Des précisions avec notre correspondant dans la région, Jonas Bayaï. Le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouéré et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, ont été accueillis à l'aéroport de Rwanda par une foule immense des forces vives et les membres de formations politiques ainsi que les autorités locales. Salomon Banamouéré dévoile l'objet de leur mission dans le Grand Nord Kivu. Le chef de l'État nous a envoyé, nous les membres du gouvernement originaire du Nord Kivu, que nous puissions avoir un entretien avec l'autorité politico-administrative, avec la société civile, avec toutes les forces vives, pour qu'ensemble nous puissions passer à revue la vie de notre province, qu'il s'agisse du secteur économique, social, politique et culturel. Le deuxième objet de notre séjour à Butembo, nous avons été invités par notre évêque, Monseigneur Sikouli, Mekcherek, pour pouvoir participer à la commémoration du jubilé d'argent à l'Université catholique de Graben. Sans se reposer de l'aéroport jusqu'au centre-ville, Salomon Banamouéré et Julien Paluku ont visité les ouvrages publics en pleine construction en ville de Butembo sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit de l'asphaltage de 10 km en cours dans cette ville et la construction de la mairie. Les œuvres qui ont réjoui le ministre d'État Salomon Banamouéré. Qu'il s'agisse de la voirie, comme également du joli bâtiment qui va abriter la mairie de la ville de Butembo. Je peux vous dire sincèrement que le chef de l'État avait fait une promesse, la promesse en 2006. Il faut toujours savoir que le gouverneur de la province, c'est lui le représentant de l'État. Le gouvernement le finalise à travers le gouverneur de la province que je félicite sincèrement. Il en est de même pour la voirie. Tant que plusieurs réunions avec les forces vives sont prévues dans la région, dans le cadre de la consolidation de la paix sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Butembo, Jonas Mbayaï, RTGA. D'une province à une autre, agitation ce vendredi matin devant le bureau du territoire de Mwanda au Congo central. Un groupe de personnes accusées d'être des connivences avec l'ex-Boudou Dia Congo sont allés réclamer la libération de leurs collègues arrêtés la nuit par les forces de l'ordre en patrouille. Pierre Vikansimba nous fait les points. C'est une matinée agitée en cette journée de vendredi 16 octobre dans l'ex-cité côtière de Mwanda. Le bureau du territoire a été pris d'assaut par un groupe de personnes venues réclamer la libération sans condition de l'heure. Des sources locales indiquent que ces personnes appartiendraient à l'ex-mouvement politico-religieux Boudou Dia Congo. Information confirmée par des sources officielles de Mwanda qui ont fait savoir à RTGA que les personnes en garde à vue ont été appréhendées aux petites heures du matin par les forces de l'ordre en patrouille
qui les ont surpris en pleine séance de prière. Faut à rétorquer. L'un des proches des victimes joint au téléphone. Ce dernier a même renié la casquette des Bundu Dia Congo qu'on leur fait porter. La police nationale congolaise dépêchée sur les lieux a dispersé les manifestants, parmi lesquels elle a arrêté 3 autres personnes, ce qui ramène le nombre à 10, y compris les 7 autres arrêtés la nuit. Et pour l'autorité locale de Mwanda, le mouvement qui n'a fait qu'environ 10 minutes a été vite maîtrisé et que le calme règne déjà sur Mwanda. Pendant ce temps, les 10 personnes appréhendées répondent à l'interrogatoire devant les services compétents. De Matadi, Pierre Vikansimba Basilwa, RTGA. Tour à Kinshasa pour vous signaler que les rapports de la Commission Défense et Sécurité du Sénat sur la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations a été approfondi entre sénateurs. Les sénateurs ont demandé à la Commission d'apporter quelques correctifs sur les sanctions qu'il faut infliger à ceux qui vont violer la loi. Les sénateurs ont également voté les rapports de la Commission mixte paritaire ECOFIN sur les traités de COMESA signés en 1993. L'humanité a célébré ce vendredi 15 octobre la journée de l'alimentation en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Agriculture a dans son message mis l'accent sur la protection sociale. C'est dans la commune urbano-rurale de l'Ancélé que cette journée a été commémorée. Reportage Esther Mpezo-Omba. Le centre agricole de Tchwengue dans la commune urbano-rurale de l'Ancélé, c'est le site choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'alimentation ce vendredi 16 octobre 2015. La protection sociale et l'agriculture, briser le cycle de la pauvreté, c'est le thème retenu en cette année 2015, thème qui prône la protection sociale. Occasion pour la population de ce coin de la capitale de plaider en faveur de la protection des espaces pollués. Une demande qui semble trouver un écho favorable. Tout est un processus que nous allons mettre en place avec l'autorité provinciale pour pouvoir amorcer le déguerpissement et remettre la terre au niveau des maraîchers qui sont sur le site. Pendant la cérémonie, les responsables du centre agricole de Tchwengue ont reçu un lot important des intrants agricoles, question de leur permettre d'augmenter leur production agricole. Bien avant, dans un message fait dans le cadre de cette journée, le ministre de l'Agriculture, qui n'avait pas effectué le déplacement d'Ancélé, avait exhorté les uns et les autres à conjuguer leurs efforts pour une protection sociale garantie. Des poulets avariés sur le marché de Kasumbalesa et dans notre coin de la province du Haut-Katanga. Ces poulets en provenance de la Zambie seraient à l'origine de plusieurs maladies dans cette partie de la République. Des précisions avec Jean-Claude Mukenga. Ces poulets sont importés de la Zambie par les commerçants transfrontaliers. Ils sont sans vie, vendus sur le marché de Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Les coordonnateurs de l'ONG au secours de l'humanité expliquent que ces volailles sans vie meurent en cascade en Zambie suite à une épidémie d'ordre rural. Conséquence, les consommateurs sont exposés à des différentes maladies, c'est notamment la grippe aviaire, fièvre hémorragique et tant d'autres. Ces informations sont confirmées par les docteurs vétérinaire de Kasumbalesa qui indique que ces aliments impropres à la consommation passent par la voie officielle sous l'impuissance de la quarantaine animale, végétale, Office congolais de contrôle et d'autres services frontaliers. L'administrateur assistant chargé des affaires politiques administratives à Kasumbalesa, qui devrait répondre à nos questions, dit à la presse d'attendre son jour de l'audience afin d'y apporter une solution. Et pourtant, les professionnels de la santé signalent déjà l'apparition de l'épidémie de choléra. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Plusieurs avenues de la commune de Lemba ne sont plus en bon état. Parmi celles-ci figure l'avenue Bypass dans son tronçon compris entre la place Échangeur et l'avenue de la Foire qui sont devenues très impraticables. Le constat a été fait par Nana Bwana, Clarisse Koko Kapalai et Serge Moloasui. Nous sommes à l'entrée de l'avenue Bypass du côté échangeur, non loin de la station Total dans la commune de Lemba. Comme vous le constatez, ce coin est dans un état de délabrement très avancé. Après chaque pas correspond à un nid de poules. Cette situation qui date de plus d'une année ne permet pas aux conducteurs d'emprunter ces tronçons. Que le gouvernement pense à réhabiliter ce coin pour faciliter la circulation des véhicules et ça fera une bonne image de la ville de Kinshasa.
En tout cas, toujours regretter votre solution ici, que nous sommes en difficulté. Nos véhicules sont exposés aux pannes que le gouvernement provincial pense à mettre ce tronçon dans un état de praticabilité. Pour éviter le dégât, nous plaçons des débris, mais malheureusement les enfants de la rue les récupèrent la nuit. Que le gouvernement provincial s'occupe de cet état de délabrement. Un peu plus loin de la place échangère sur l'avenue de la Foire, précisément à la première porte de la Foire internationale de Kinshasa, les conducteurs, eux, ne respectent plus les codes de la route. Ils empruntent les sens uniques pour éviter les nids des poules et protéger leurs véhicules contre tout dégât qui pourrait être causé par ces délabrements. Que le gouvernement provincial de Kinshasa ne reste pas indifférent à cette situation, vu les recettes que génère la FIKIN chaque année. Et pour terminer, fidèle à sa mission, la Société nationale d'assurance n'a pas dérogé à la règle et l'a indemnisé 186 dossiers dans le cadre de l'opération Jeudi Sinistre. Ces opérations se sont déroulées dans plusieurs agences de la SONAS à travers Kinshasa. Compte rendu Esther Mpezo et Elvis Sender. Créée en République démocratique du Congo avec pour mission l'indemnisation des victimes, des sinistrés, la SONAS compte plusieurs réalisations à impact visible. La dernière en date est celle de la réparation d'une Jeep Toyota 4x4 de l'entreprise de télécommunications RTL Congo, remis dans un état de praticabilité entre les mains du responsable de Charrois, Richard Biaï, en début de la semaine. Vraiment, c'est une journée de joie pour nous parce que nous sommes en train de procéder à la remise de la Jeep Pick-up pris en charge par la société SONAS. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe comme les gens le pensaient auparavant. C'est vraiment une réalité. ITP Ngaliba, garage de Renon, rassure par l'entremise du préfet Genpi Touikana d'avoir fait un travail excellent sur la Jeep Toyota 4x4. Vraiment reconnaissant à l'égard de la SONAS pour l'acte posé. En tout cas, merci beaucoup pour cette performance dans le travail. À la remise du véhicule assuré, la SONAS a été représentée par le fondé de pouvoir Niabolondo Eloko Pichou de l'agence DGI Gombe. Cependant, ce jeudi à l'espace Jeudi Sinistre, l'assureur national a traité et payé 186 dossiers en assurance automobile, vie et incendie. Direction générale 68 dossiers, pour les agences de Bandal 4 dossiers, Bichngobila 1, Commerce 5, DGI Gombe 2, Gombe 13, Fikin 2, Kalamou 4, Kassavubu 5, Libération 4, Massina 9, Mongafula 3, Ngiringiri 3, Ntsele Maluku 5, Sainte-Thérèse 4, Ndjili 9, 30 juin 5, Yolo 4, Kingabwa 4, Kintambo 7, Ndolo 4, Sosimat 3, Limete 11, Ngalima 7 dossiers. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ces 2 heures de news. Le seul blé entre Kinshasa et Pretoria, en tout cas, c'est le cas de les dire. Plusieurs accords de partenariat dans plusieurs domaines ont été signés par les hauts responsables de ces 2 nations ce vendredi au Palais de la Nation. C'est en présence de 2 chefs d'État, Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma. La signature de ces accords sanctionne les travaux de la 9e commission mixte entre les 2 pays. Pendant ce temps, la fièvre électorale est montée d'un cran à l'Assemblée nationale. Toute la journée de ce vendredi était réservée à la campagne de députés candidats au poste de premier vice-président et rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Enfin, vous avez suivi dans ces téléjournaux plusieurs avenues de la municipalité de Lemba se trouve dans un piteux état. Au nombre de celles-ci, l'avenue Bypass dans son tronçon, compris entre la place échangère et l'avenue de la Foire. Voilà, on va parler sport dans la deuxième partie de ces téléjournaux, mais avant cela, je vous prie de suivre ceci. Ce journal vous a été offert par
Voilà, ces journal se poursuit avec les sports. Patrick Isso Bongesebokouma a déjà pris place dans ces studios. Bonsoir Patrick. Bonsoir Martin Moudimbi Kapenga. Voilà, de quoi il sera question dans votre journal des sports ce soir? Voilà, on va parler essentiellement des activités du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Vous savez, il tient à mettre de l'ordre, surtout à connaître tous les contours non seulement de l'administration, mais aussi de la partie technique avec les différentes fédérations. Voilà, qui justifie aujourd'hui la réunion, la rencontre qu'il a eue avec le mouvement sportif, le comité olympique congolais, les différentes fédérations. Ils ont passé au peigne fin les différents problèmes, les différentes difficultés, notamment le problème de, voilà, on est en manque des infrastructures adéquates de manière à permettre à nos athlètes dans les différentes disciplines de pouvoir évoluer. Ils ont exposé ce problème au ministre, le problème de non-paiement des cadres techniques, surtout des entraîneurs, et le ministre de son côté a répondu à ces différentes préoccupations, mais le ministre a tapé du poing sur la table pour dire que les fédérations, en tout cas cette saison, voilà, son mandat, il va travailler dans le respect de la loi et surtout de l'application de la loi sportive, parce que cette loi, vous le savez, a été déjà promulguée par le chef de l'État, mais son application a posé problème. Denis Kambaye a dit que je suis venu pour mettre en application cette loi. Et on va également parler de la Coupe du Congo des handball qui se poursuit. On est déjà dans la partie de demi-finale et les tenants du titre dans les deux versions sont encore en course. Les tenants du titre, il s'agit de la jeunesse sportive de Kinshasa chez les messieurs et de Héritage chez les dames. Donc ces deux équipes continuent donc la course pour conserver, pourquoi pas, leur titre remporté l'an passé. Il n'y aura pas de Lina Foot? Eh bien, la Lina Foot, on va essayer de parler surtout des sanctions qui ont été infligées à l'Union sportive Chinkunku. Vous le savez, la grande question qui se pose est de savoir que veut la Lina Foot quand Chinkunku est sanctionné pour avoir, voilà, commis de fautes sur le terrain. On se demande bien pourquoi des équipes de Kinshasa ne les sont pas et pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures. Également Derek Lomotema Pembe qui a joué aujourd'hui face à Shark. Le match est sondé sur le score de 1 but partout, et avant ce match il y a Dragon qui a également fait match nul avec Rojolou sur le score de 2 buts partout. Donc ce sont là les résultats de la division 1. Voilà, on va donc laisser la place à Patrick Isso Bongesebokouma qui doit développer tous ces titres. Le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs a rencontré ce vendredi le mouvement sportif national. Il a été question d'étudier les voies et moyens d'amener le sport à son éclosion. Denis Kambaye a rappelé un certain nombre de principes au président des différentes fédérations qui étaient à ce rendez-vous. Reportage. Des préoccupations du mouvement sportif congolais ont été portées à la connaissance du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaye Chimbumbu. Le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo, qui les a présentés, a souhaité le voir trouver des solutions. C'est le cas de la révisitation de la loi sportive, de manque criant des infrastructures sportives adéquates, de l'éligibilité des fédérations sportives au budget de l'État ou encore de la prise en charge des encadrants sportifs et autres. Le ministre Denis Kambaye a eu de mots justes pour y répondre. Pour lui, il est question d'abord que les fédérations, à l'instar de celle du football, de tisser des relations avec les fédérations internationales. Il leur a également appelé à veiller aux intérêts des athlètes, car sans eux, a-t-il ajouté, il n'aurait ni fédération, encore moins des associations. Lui qui est dans le mouvement sportif depuis son jeune âge, nourrissant l'ambition de diriger le sport national, c'est donc un rêve qui s'est réalisé. À cela, il rend hommage au président de la République, Joseph Kabila Kabondé. Il sera question à toutes les équipes nationales de respecter les couleurs et les emblèmes nationaux. Si son mandat, a-t-il dit, la loi sportive sera appliquée. Tout d'abord, dans l'intervention du président du comité olympique, il a cité quelque chose de bon. La réunification de la loi sportive. C'est bon, je suis d'accord avec lui, parce que le temps qu'on est encore à l'Assemblée nationale, je suis parmi ces députés qui le pensaient aussi. Mais la non-application de la loi, c'est là où on ne serait pas d'accord. C'est-à-dire, la loi sera appliquée avec des bémols en train de penser à une réalisation, faire une société de sans constitution, ou dire que nous avons une constitution, mais que nous n'appliquons pas. Nous voulons vivre par conduite et des arrangements particuliers. Pour
prodigué par le chef de l'État. Et c'est là, un chef de travaux que je suis, que je vienne cautionner cela. Je crois que c'est le premier point de départ. Nous devons tous nous mettre d'accord. Denis Kambaï a promis au mouvement sportif qu'ensemble, ils regarderont dans la même direction. Amen. Et parmi les activités du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, donc Denis Kambaï tient à maîtriser l'administration de son ministère. Voilà qui justifie la tournée qu'il a effectuée hier au secrétariat à la jeunesse et celui au sport. Le ministre a également visité donc le stade de Martyrs en réhabilitation qui va bientôt rouvrir ses portes. Reportage. C'est par la visite du directeur ad intérim du bureau central de coordination que le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs a débuté sa série d'audiences dans la matinée le mercredi 14 octobre dans son cabinet de travail. Leur entretien a tourné autour des actions menées par le BCECO dans le secteur du sport. Ensuite, le ministre a reçu la délégation des chefs coutumiers de la ville-province de Kinshasa. Conduit par le chef Matadi Kibala, les ténors du pouvoir ancestral sont venus féliciter le natif de leur juridiction élevé au rang de ministre par le président Joseph Kabila. Pour rester sur sa logique de terrain compromis, dans son discours de prise de fonction, le ministre Denis Kambaï a tour à tour visité le secrétariat général à la jeunesse et celui de sport et loisirs. Au secrétariat général au sport, situé dans l'enceinte du stade Omnisport de Martyrs, une foule l'attendait pour l'accueillir chaleureusement. Dans son allocution devant l'assistance, le ministre s'est apaisanti sur sa politique à accompagner la vision du chef de l'État, dont le point fort sera le respect de la loi. À l'image d'un pèlerin infatigable, le numéro 1 du sport en RDC a achevé sa visite en allant se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du stade Omnisport de Martyrs qui en principe devrait être opérationnel dans un délai relativement bref. Le ministre a profité de cette occasion pour inviter tous les sportifs au salon général qui aura lieu dans la matinée du samedi 17 octobre prochain aux alentours du stade de Martyrs. De retour dans son cabinet de travail, Denis Kambaï a reçu les anciens léopards champions d'Afrique 68, mondialistes et champions d'Afrique 74. Au sortir de l'audience qu'elle leur a accordée, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaï Tchoumoulou, le jeudi 15 octobre dans son cabinet de travail, ces vieilles gloires ont simplement montré leur joie d'avoir rencontré le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Cette visite est très significative dans la perspective où le recours aux aînés et aux anciens est un exercice indispensable en Afrique lorsqu'on veut aller loin dans ce qu'on entreprend. Le patron du sport congolais n'a nullement dérogé à ce devoir de mémoire en recevant ces anciennes gloires du football congolais. Exemple à suivre. On va à présent parler football et dans un point de presse tenu jeudi, le président de la Ligue nationale de football a annoncé des sanctions infligées à l'Union sportive Chinkunku de Kananga. Ces sanctions qui sont pour ce club de Kananga ne les sont pas pour d'autres et pourtant ils ont presque commis des mêmes fautes contenant à se mouvoir dans l'impunité pour ces autres clubs. La question est de savoir que veut la Ligue nationale de football. Réponse avec Ben Goy. Le droit étant l'art du bien et de l'égal, et ceux qui sont appelés à statuer doivent le faire en bon et en légal pour ne pas faire du deux poids, deux mesures. Selon nos analyses faites, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a violé sa propre loi et a prouvé à suffisance qu'elle est incrédible car elle a infligé une série de sanctions à l'Union sportive Chinkunku après examen du dossier relatif à son match de la 4e journée du championnat national de la division 1 disputé le dimanche 11 octobre face à Sangabalende à Kananga. Ce match ne s'est pas terminé comme prévu à cause des incidents provoqués à quelques minutes de la fin par les supporters de l'US Chinkunku. Qu'en est-il de la rencontre de l'AS Vita Club face à Shark Club qui ne s'était pas non plus terminée